Dakar7.com, site d'actualité nationale et internationale, maintenant à portée de main, 24 heures sur 24. Retrouvez toute l'actu sport, politique, culture, économie, revues de presse et même vos séries préférées. Téléchargez l'application dès maintenant pour rester au fait de l'actualité. Disponible sur Android et Apple Store. Oui, la crise en Gambie, vous savez, c'est une situation un peu déplorable. Au début, tout le monde s'est réjoui de l'attitude du président Jammeh, qui avait reconnu sa défaite et qui avait même félicité son adversaire, M. Adama Barrow. Tout le monde s'en est félicité. Mais quelques jours après, on a vu le véritable Jammeh, qui a fait un volte-face extraordinaire pour remettre en cause le scrutin et la victoire de la coalition qui a remporté l'élection présidentielle. Nous le déplorons. Nous le déplorons et nous félicitons le gouvernement du Sénégal qui très tôt a pris ses responsabilités en tant que voisin de la Gambie. Je crois que le président de la République a convoqué d'urgence, même la nuit, le Conseil des ministres, et au sortir de cette réunion ministérielle, le ministre des Affaires étrangères du Sénégal, M. Mankeur Ndiaye, a été très ferme sur la position du Sénégal. Il a aussitôt saisi le Conseil de sécurité, qui s'est réuni d'ailleurs, qui a pris une décision, qui a envoyé une mission de médiation en Gambie. De même, la CEDEAO a été saisie et a envoyé une mission de médiation hier seulement en Gambie. Je ne peux pas dire pour l'instant que ces différentes missions se sont soldées par un échec. Vous savez que ce sont des chefs d'État et de hauts fonctionnaires des Nations Unies qui ont été envoyés pour parler avec le président gambien. Ce n'était pas des négociations, comme l'a dit Ellen Johnson, la présidente de la République du Libéria. C'était pour voir les conditions de transfert du pouvoir dans la paix. Parce que je crois qu'il n'est pas question de revenir sur les élections. Yahya Jammeh a dit qu'il a saisi la Cour suprême, une Cour suprême d'ailleurs fantôme, et je crois que les pourparlers ne se situent pas à ce niveau, au niveau de remettre en cause les élections qui se sont déroulées démocratiquement. C'est de voir comment Jammeh doit transférer dans la paix le pouvoir à M. Adama Barrow. Et je crois que c'était des émissaires qui doivent rendre compte au niveau de la CEDEAO à la conférence des chefs d'État qui va se tenir le 17 décembre 2016. Et il faut attendre que le compte rendu soit fait au niveau de la conférence des chefs d'État et attendre la décision de la conférence des chefs d'État. Je crois qu'il n'y a que deux décisions qui peuvent être prises à ce niveau. La première décision, c'est que Jammeh revienne à la raison, accepte de transférer dans la paix démocratiquement le pouvoir à M. Adama Barrow. Sinon, c'est l'autre qu'on ne souhaite pas. C'est l'autre solution, c'est une intervention militaire. Parce qu'il n'est plus question, quand même, en Afrique ou ailleurs, de voir quand même des présidents s'accrocher au pouvoir de cette façon-là. Et il faut que cela s'arrête. Je regrette le cas du Burundi, je regrette également le cas du Gabon, mais cette fois-ci, en ce qui concerne la Gambie, je crois qu'il n'est plus question de négocier avec Jammeh pour dire on va reprendre les élections, on va te chercher un pays d'asile, ou bien même tu ne vas pas rendre compte. On ne peut pas diriger un pays pendant 22 ans, organiser pour la première fois des élections démocratiques, être battu, et essayer de négocier quand même son impunité. Moi, je crois qu'il appartient au peuple gambien, souverain,
qui s'est exprimé démocratiquement, qui va statuer sur le sort de Diamé. Il n'appartient pas à Diamé lui-même de négocier son impunité pour dire oui, pour que je quitte le pouvoir. C'est du marchandage, c'est inacceptable. Oui, je crois que moi j'ai noté un peu d'immaturité politique au niveau de la classe politique gambienne qui a remporté quand même l'élection présidentielle. Parce que quand on rapporte une élection présidentielle, on est un président élu. Avant de prendre des décisions ou de faire des commentaires, il faut attendre d'être installé, prêter serment et de prendre effectivement le pouvoir. Mais je crois que je le disais d'ailleurs à mon époux. Mais ils ont mis la charrue avant les bœufs et c'était regrettable. Aussi bien pour la classe politique gambienne qui a remporté la victoire que pour certains analystes politiques sénégalais qui ont commencé à dire, à statuer déjà sur le sort de Diamé, qui en tout cas était encore intérimaire, qui avait quand même l'essentiel du pouvoir entre ses mains. Et je crois que il ne faut plus refaire ça. Je crois qu'il faut être quand même prudent dans certaines analyses, dans certaines situations, parce que la personne humaine aussi, si elle est traquée, mais elle se rétracte, elle se défend. C'est une question de survie, hein. Mais c'est même instinctif. Et je crois que le Diamé qui avait reconnu sa défaite et le Diamé qui s'est rebuffé, entre-temps, je crois qu'il y a eu un problème. D'abord, il y a ses commentaires, il y a aussi l'armée gambienne, parce que qui va dire, nous n'allons pas quand même, nous tous, perdre avec Diamé. Et je crois que si Diamé s'est régné, c'est parce qu'il a eu l'assurance quelque part de la police et de l'armée gambienne. Je dois me féliciter du déroulement de tous les travaux au niveau du Haut Conseil des collectivités territoriales. D'abord l'installation par le président Macky Sall. C'est une installation qui a honoré cette nouvelle institution. Les discours qui ont été prononcés par le président de la République, comme par le président du Haut Conseil, M. Ousmane Tanor Dieng, ce sont des discours historiques, quand même, qui font que le Haut Conseil, qui place le Haut Conseil au cœur de ses responsabilités. Vous savez qu'il y a des personnes qui ont le droit, qui ont dit que cette élection était inutile et tout ça, mais quand on entend le discours du président Macky Sall, celui de M. Tanor Dieng, quand on voit la loi organique qui a institué le Haut Conseil, qui a été adopté quand même par le peuple sénégalais, par voie référendaire, et on se rend compte que le Haut Conseil est une institution utile, qui a des missions importantes et qui va s'atteler à satisfaire ces missions dans l'intérêt du peuple sénégalais. Vous savez, avant la mise en place des commissions, le Conseil lui-même a adopté son règlement intérieur par voie consensuelle. Le Conseil a élu son bureau, qui est composé de 6 du président, de 6 vice-présidents et de 4 secrétaires élus, d'une manière consensuelle, en respectant la parité parfaite. Parce que c'est une élection de liste, candidat de liste. Il fallait élire à la fois les 6 vice-présidents et les 4 secrétaires élus. C'est ce que la loi dit. La parité s'applique aux élections sur liste. Mais la parité ne peut pas s'appliquer à des élections qui ne sont pas faites sur liste. Il faut que les gens aussi connaissent ce qu'ils disent, ils lisent les lois. Donc en ce qui concerne le bureau, le président de la République et le président du Haut Conseil ont fait respecter parfaitement la parité. C'était homme, femme. Et même c'était quelqu'un d'élu et quelqu'un nommé. C'est comme ça que le bureau a été élu, en respectant la parité. Maintenant, s'agissant vraiment des commissions, il faut se rendre compte que d'ailleurs sur 150 conseils,
les 90, 95, c'est les hommes. Le reste, les 60 sont des femmes. Donc, vraiment, on ne peut pas, de ce point de vue, d'une manière démocratique, appliquer la parité parfaite. La loi sur la parité ne s'applique pas à l'élection des présidents de commission. Parce que ce n'est pas une élection sur liste. On élit individuellement les présidents de commission. Donc la parité ne peut pas s'appliquer là. Donc c'est faux de dire qu'on n'a pas respecté la parité en ce qui concerne l'élection du bureau et l'élection des présidents de commission. C'est absolument faux. La parité ne devait s'appliquer qu'à l'élection des membres du bureau. En ce qui concerne les présidents de commission, la parité ne doit pas s'appliquer et que les hommes sont plus nombreux que les femmes. C'est normal que les présidents de commission hommes soient plus nombreux que les présidents de commission. Nos priorités, vous savez, quand M. Ousmane Tanor Dieng, le président du Haut Conseil, clôturait, parce que c'était aussi la fin de la première session du Haut Conseil, dans son discours de clôture, il a tracé les orientations du Haut Conseil. Je crois qu'à l'ouverture de la prochaine session, notre priorité, c'est avant même l'ouverture, parce qu'on dit que la séance est clôturée, mais ça n'empêche que le Conseil va travailler entre les deux sessions. Déjà, entre les deux sessions, avant l'ouverture de la prochaine session, nous allons faire une retraite. On a appelé ça comme ça, un séminaire. En tout cas, pour étudier la fonction, la loi organique qui institue le Haut Conseil et les lois et le règlement intérieur. Vous savez que le Haut Conseil est une institution de la République. Il faut que ses membres connaissent la place de cette institution dans la République et ses missions. Il faut que le Haut Conseil soit comparé. Ces missions ne sont pas les mêmes que les missions du gouvernement. Ces missions ne sont pas les mêmes que les missions du Conseil économique, social et environnemental. Ces missions ne sont pas les mêmes que les missions des cours et tribunaux. Donc il faut que d'abord l'opinion sache parfaitement les missions. D'abord les hauts conseils, il faut qu'ils sachent qui ils sont et leurs missions. Nous allons le faire. Et ensuite les priorités. Vous savez que nous allons privilégier le travail sur le terrain. Et le président Ousmane Tanor Dieng l'a dit hier. On ne va pas se mettre dans un groupe climatisé pour essayer de connaître quand même la situation du pays. Nous allons vers les administrés, nous allons vers les citoyens, nous allons particulièrement vers les collectivités territoriales qui sont dirigées par des maires et des présidents de conseils départementaux, par des conseillers municipaux, par des conseils départementaux, pour s'enquérir de leurs problèmes, des conflits éventuellement qui existent entre ces collectivités et l'administration centrale, les problèmes fonciers, les problèmes domaniaux. Il y a même une commission qui est chargée des problèmes fonciers et des problèmes domaniaux, le problème du financement des collectivités territoriales, le problème des moyens, avec le transfert quand même de compétences, doit être accompagné de transfert de moyens, le statut de l'élu. Tout ça, vraiment, c'est un vaste champ que nous allons défricher et pour fixer maintenant nos priorités. Et rencontrer aussi l'association par exemple des maires, l'association des conseils départementaux. Et sur le plan international aussi, nous allons voir des institutions qui ont le même fonctionnement, la même organisation, les mêmes missions que l'on fait pour nouer des partenariats avec ces institutions. Vous savez que la mission première du Haut Conseil, c'est d'accompagner la politique de décentralisation. Nous sommes à l'acte 2, même à la phase 3. C'est pourquoi il y a le dialogue des territoires, il y a les pôles territoires, il y a même une commission spécialement chargée de cette question-là. Et nous allons vers la politique de territorialisation qui est très chère au président Macky Sall, qui est le fondement de la décentralisation. Nous allons faire des études pour donner des avis avisés et des recommandations au président de la République pour que cette phase soit bien gérée d'une manière démocratique, d'une manière pertinente au profit des populations, au profit des collectivités.
Je n'ai pas critiqué, j'ai apporté des éclairages. Okay. J'ai apporté des éclairages parce qu'à un certain moment donné, je croyais que l'Assemblée nationale n'avait voté un seul article, c'est-à-dire l'article relatif à l'âge de la retraite de certains magistrats. Or, la réalité, c'est qu'il y a une véritable réforme judiciaire qui a été entreprise et votée par l'Assemblée nationale et concernant 3 lois organiques. Il y a une loi organique votée sur le statut des magistrats, une loi organique sur le Conseil supérieur de la magistrature et une loi organique sur la Cour suprême. Et quand vous lisez ces lois, vous vous rendez compte qu'il s'agissait d'innovations majeures importantes qui devaient être portées à la connaissance de l'opinion. C'est ce que j'ai tenté de faire. Si je prends des exemples, sur le Conseil supérieur de la magistrature, la loi organique votée récemment par l'Assemblée nationale a augmenté le nombre des magistrats au niveau du Conseil supérieur de la magistrature. Ils étaient au nombre de 3, maintenant ils sont au nombre de 4, parce qu'on s'est rendu compte que les magistrats, le nombre de magistrats a augmenté. Toujours sur le Conseil supérieur de la magistrature, le Conseil supérieur de la magistrature statue en matière disciplinaire contre les magistrats qui sont poursuivis sur le plan disciplinaire. C'est aussi l'organe disciplinaire. C'est que quand le Conseil statue en matière disciplinaire, il est présidé soit par le premier président de la Cour suprême, s'il s'agit d'un juge du siège qui est poursuivi, ou bien par le procureur général près de la Cour suprême, si c'est un magistrat du parquet qui est poursuivi. En tout cas, c'est l'organe disciplinaire. Autrefois, quand le Conseil supérieur de la magistrature rendait sa décision sur le plan disciplinaire, cette décision était définitive. Maintenant, on a aménagé une voie de recours au niveau de la Cour suprême pour le magistrat poursuivi qui serait sanctionné disciplinairement, qui ne serait pas d'accord avec la décision. Je crois que quand même, c'est le renforcement des droits de la défense du magistrat. Ça, il faut le dire, il faut porter ça à l'attention de l'opinion. Sur le plan purement matériel, il y a la défiscalisation de l'indemnité de logement et de l'indemnité judicatum des magistrats. Ça aussi, c'est des conditions matérielles qui permettent en tout cas aux magistrats d'exercer quand même pleinement leur mission dans une indépendance totale. Il faut le souligner. Sur le statut même du magistrat, maintenant, le magistrat jouit de l'immunité au plan pénal. Si un magistrat est poursuivi parce qu'il a commis un crime ou un délit, alors il faut nécessairement l'autorisation du ministre de la Justice pour que ce magistrat-là soit poursuivi. Maintenant, par rapport à la controverse. Sur les compétences de la Cour suprême ont été élargies. Le référé administratif est institué maintenant. Quand aujourd'hui, demain, un préfet interdit une marche, mais quand les demandeurs ne sont pas contents, ils vont saisir la Cour suprême qui va statuer sur les 48 heures, sur la légalité ou non de l'interdiction. S'il s'agit de l'attribution des marchés publics, pareil, la Cour suprême doit statuer entre 1 et 8 jours. Quand une personne demande une liberté provisoire, cette liberté provisoire lui est refusée jusque devant la chambre d'accusation, cette personne, ce condamné, peut saisir la Cour suprême sur sa demande de liberté provisoire. La Cour suprême est tenue de statuer dans les 3 mois. À défaut, cette personne est libérée d'office. Je crois que c'est des avancées majeures qu'il fallait porter à la connaissance aussi de l'opinion. Maintenant, en ce qui concerne l'âge de la retraite, on s'est rendu compte que le Sénégal est resté un certain moment sans recruter des magistrats. Après, on a fait des recrutements massifs. De telle sorte qu'il y a un écart entre les hauts magistrats et d'autres magistrats. Or, il y a des fonctions. Pour les occuper dans la magistrature, il faut avoir un grade. C'est le grade de magistrat haute hiérarchie. En ce qui concerne les fonctions de premier président de la Cour suprême, de procureur général de la Cour suprême et de président des cours d'appel. Alors, c'est pourquoi d'ailleurs, dans la même loi, il est proposé de rabaisser les années pour lesquelles le magistrat doit atteindre le grade de magistrat honoraire. C'était 21 ans. On l'a rabaissé à 18 ans. Et ça a des conséquences financières importantes. Mais ce qu'il y a lieu de dire, c'est que quand on dit que pour les magistrats qui occupent certaines fonctions,
C'est-à-dire que c'est lié à la fonction et non pas à la qualité de magistrat. On dit, maintenant, pour éviter que demain, parce que vous savez, l'année dernière, il y a 16 magistrats, hauts magistrats, qui sont allés à la retraite. Cette année, il y a 16 hauts magistrats qui sont allés à la retraite. Dans 4 ans, il y aura 90 magistrats, dont les 70 seront de hauts magistrats qui vont aller à la retraite. Il y aura un vide dans certains moments donnés, s'il ne faut pas attention, pour qu'il y ait des magistrats ayant le grade requis pour occuper certaines fonctions, notamment la fonction de premier président de la Cour suprême, de procureur général de la Cour suprême ou de président de Cour d'appel. C'est pourquoi il dit que maintenant, il faut aménager. Gouverner, c'est prévoir. En ce qui concerne les fonctions, le premier président de la Cour suprême, le procureur général de la Cour suprême, le président des cours d'appel, ces magistrats ont le droit d'aller à la retraite à l'âge de 65 ans. Les autres vont à la retraite de 65 ans. Et c'est la loi qui le dit. Et si c'est la loi le dit, d'abord c'est lié à la fonction, et c'est la loi l'a dit, et on a voté cette loi, il n'y a plus de discrimination. La preuve, les magistrats sont des fonctionnaires. Mais tous les fonctionnaires du Sénégal vont à la retraite à 60 ans. Et les magistrats vont à la retraite à 65 ans. Est-ce que c'est de la discrimination? Parce que c'est la loi qui le dit. Donc, si on dit qu'une certaine catégorie de magistrats qui occupe une certaine fonction, cette catégorie va à la retraite à 68 ans, les autres à 65 ans. Donc, tout magistrat qui va demain occuper cette fonction va bénéficier de cet avantage. L'État n'a pas voulu forcer. L'État a les informations, l'État a le devoir d'organiser le fonctionnement de la justice. Il n'appartient pas aux magistrats d'organiser le fonctionnement de la justice. Vous savez, il y a 3 pouvoirs au Sénégal. Le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif, le pouvoir judiciaire. Les magistrats votent la loi. Les magistrats appliquent la loi. L'Assemblée nationale vote la loi. Le magistrat, quand la loi est votée, il est tenu d'appliquer la loi. Il n'a pas de commentaire à faire quand la loi est votée. Parce que sa mission première, c'est d'appliquer la loi. Les députés votent la loi. Mais le pouvoir exécutif, le président de la République, c'est la Constitution qui le dit. C'est lui qui détermine la politique de la nation, la politique de la justice, le fonctionnement de la justice. Ils sont déterminés par le président de la République. Alors, il a pris ses responsabilités en disant que je ne peux pas regarder cette situation sans réagir. À un certain moment donné, il n'y aura pas un magistrat qui a le grade pour occuper certaines fonctions, donc je prends les devants. C'est tout. Moi, je dois d'abord féliciter le président de la République qu'il a eu l'initiative de recevoir l'opposition. Vous savez, l'opposition, regroupée dans le Sénégal, a adressé une lettre au président de la République. Dans la lettre, il y avait des doléances qui étaient exposées au président de la République. Le président de la République pouvait bien répondre par lettre. Et le président de la République a dit, venez, on va discuter. Je félicite aussi cette opposition qui a répondu présent à l'appel du président de la République. Je me félicite aussi du fait que cette rencontre, mais l'opposition n'est pas partie les mains vides. Par produit, il y a eu des résultats effectifs. On a fixé, par exemple, la date des prochaines élections législatives. Ils ont parlé de l'audit du fichier. Le président de la République leur a dit que l'audit du fichier quand vous mourrez. Le président a encore réaffirmé que la date du 28 mai, c'est la date du dialogue national au Sénégal. On a même institué aujourd'hui à Genève le prix Macky Sall, le prix du dialogue national. C'est très important. Et ça démontre la volonté du président de la République quand même de s'ouvrir et de dialoguer. Alors, maintenant le cas du ministre Abdoulaye Daouda, je crois que d'abord il ne faut pas personnaliser les débats. Donc parlons du cas du ministre de l'Intérieur. Vous savez, dans une république qui se respecte en matière d'élection, c'est l'État qui organise les élections. Ce sont les partis politiques qui contrôlent les élections. C'est la Sénat qui supervise les élections. Ça se passe comme ça.
sont chargés de l'organisation des élections. Moi, j'ai travaillé avec ces fonctionnaires. J'étais à l'honneur pendant des années. Alors, ce sont des fonctionnaires qui sont pour la plupart du temps apolitiques, qui sont de grands serviteurs de l'État, qui gèrent les fichiers au niveau de la DAF, qui organisent les élections, qui sont dans les bureaux de vote, etc. Il faut que les partis politiques maintenant jouent le rôle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne peut plus parler de fraude. La preuve, il y a eu des alternances. Et les présidents qui ont été battus, ce sont ces mêmes présidents qui avaient organisé l'élection au nom de l'État du Sénégal. Donc ça, c'est évident. Mais est-ce que les partis politiques jouent le rôle? Aujourd'hui, faites le tour des commissions d'inscription pour obtenir la carte d'identité nationale ou bien la carte d'électeur. Mais aucun parti n'est représenté, sauf le mien. Mon parti est représenté au niveau de travail. Mais ces partis ne sont pas sur le terrain politique, ne sont pas dans les commissions. Et ce sont les responsables de ces partis qui crient au voleur extra. Mais pour crier, il faut d'abord être présent. Bon, ça a été évoqué. Vous savez que vous savez qu'on est dans une phase de refonte du fichier électoral. Et ça, c'est une directive de Léon. Le Sénégal a voté cette directive de l'Assemblée nationale. Il s'agit simplement d'instituer la carte d'identité nationale biométrique à puce biométrique. Et le Sénégal a profité de l'institution de cette carte d'identité à puce biométrique au niveau de l'IBOA pour essayer de coupler la carte d'identité nationale avec la carte d'électeur. Donc, dans un premier temps, le mois passé, c'était un test. C'était un test. C'est pourquoi les inscriptions étaient un peu lentes. Et tout le monde s'en est plaint. Le pouvoir comme l'opposition. Et à l'issue de la rencontre d'ailleurs, je crois qu'une solution a été trouvée. Le nombre de commissions sera augmenté de 500 à 700. Il y aura des commissions itinérantes. Et même la loi dit que si au bout du compte, on n'arrive pas à avoir un certain nombre d'électeurs au mois d'avril, parce que je crois que les inscriptions doivent s'arrêter au mois d'avril, je crois que c'est chiffré à 4 millions d'électeurs. Le président est d'accord pour dire que si on n'arrive pas à avoir ce nombre, on va voter sur la base de l'ancien fichier. Donc je crois qu'un consensus a été trouvé. Pour l'audit du fichier électoral, le président de la République est d'accord. Il n'a pas à ne pas être d'accord d'ailleurs parce que c'est la loi qui le prévoit. Quand les partis politiques veulent auditer le fichier, ils s'adressent au ministre de l'Intérieur, qui n'a pas le droit de refuser l'audit du fichier. Donc franchement, il y a trop de choses qu'on dit par-ci, par-là, mais qui sont insensées. Et c'est pourquoi le dialogue est important. Quand les partis s'assoient autour d'une table, quand les difficultés sont exposées, quand il y a de la bonne volonté, il y a toujours des solutions qui sont trouvées dans l'intérêt des deux parties. Et je crois que c'est ce qui s'est passé récemment lors de la rencontre entre le président de la République et l'opposition. Il faut saluer quand même cette rencontre, il faut l'instituer, il faut que de temps en temps l'opposition et le pouvoir se parlent. On ne dit pas que l'opposition doit aller prendre la place du pouvoir ou bien le gouvernement doit quand même nommer des militants de l'opposition dans son appareil. Mais quand même, l'opposition a son rôle, le gouvernement a son rôle, n'empêche, les deux entités doivent toujours se parler dans l'intérêt du Sénégal. Je voudrais saluer votre site, Dakar 7. C'est très important. Et vous donner des conseils à éviter ce que le président a rappelé récemment à Traoré. Les sites, c'est des sites d'information, d'éducation et de communication. Ce ne sont pas des sites pour régler des comptes et ce ne sont pas des sites pour quand même dévier les mœurs. Et vous m'avez trouvé en train d'ailleurs d'étudier les nouvelles lois sur le code pénal, sur le code de procédure pénale,
qui a renforcé quand même les peines prévues en ce qui concerne les sites d'information et de communication, quand ces sites violent la loi, en ce qui concerne les mœurs, en ce qui concerne le terrorisme. Et vraiment, en ce qui concerne le terrorisme, c'est des peines de travaux forcés à perpétuité. En ce qui concerne la divulgation d'images obscènes ou bien de discussions obscènes au niveau des sites, et le législateur a pris ses responsabilités. Ce sont des peines d'emprisonnement fermes et aggravées qui sont prévues. Donc, je vous remercie vraiment ce que vous faites comme ça, d'aller interviewer des personnes, des personnalités sur la situation politique, économique, sociale du pays, et en faire en tout cas un site d'information et d'éducation, un exemple. Et c'est ce que je vous demande de faire. Merci. Et je vais vous êtes sur la voie et je vous remercie pour ça. Merci, merci. Dakar7.com, site d'actualité nationale et internationale, maintenant à portée de main, 24 heures sur 24. Retrouvez toute l'actu sport, politique, culture, économie, revues de presse et même vos séries préférées. Téléchargez l'application dès maintenant pour rester au fait de l'actualité. Disponible sur Android et Apple Store.